Je voulais avoir quelques nouvelles de votre équipe en ce moment, à 15 jours de la conférence de presse qui a eu le 23 avril. Comment va votre équipe en ce moment à Cannes? Elle va bien, puis surtout elle n'a pas le temps de s'interroger pour savoir si elle va pas ou pas bien, parce qu'elle est très studieuse et un petit peu fébrile, comme toujours les veilles de sélection. Donc on travaille jour et nuit, il n'y aura pas de lundi de Pâques pour l'équipe. Donc c'est la dernière. C'est le dernier sprint avant les annonces. Très bien. Ma première question au sujet de votre livre, La vie passera comme un rêve. Est-ce que c'était apparu très tôt pour vous, cette juxtaposition, à savoir d'un côté relater votre enfance, des souvenirs souvent assez gris, assez tristes, et je dirais les lumières de Cannes et le festival de Cannes en parallèle, en tenant cette ligne jusqu'au bout? Oui. Dès le départ, j'ai pensé qu'il ne fallait pas raconter mon itinéraire dans l'ordre chronologique, parce que j'ai pensé qu'étant donné ma longévité, ça aurait été un petit peu fastidieux pour le lecteur, et j'ai voulu dès le départ casser très vite mon arrivée au monde dans les années 30 en étant très vite dans le contemporain. Et donc d'où l'arrivée de Piala très vite dans le livre. Et j'ai eu l'idée de faire cette opération de va-et-vient entre le présent, le passé, la vie réelle, la vie rêvée, la vie de cinéma et la vie privée, en mélangeant tout ça, un peu comme dans la vie, puisqu'en fait ma vie a été une succession de zigzags, puisque j'ai été, bon, comme tout le monde, enfant heureux puis malheureux, puis étudiant, puis je suis rentré dans la vie professionnelle dans l'industrie, puis j'ai été critique de cinéma pendant 12 ans, puis un beau jour est arrivé Cannes, mais très tard dans ma vie, à 45 ans. Donc les 30 ans de Cannes sont venus après tout un itinéraire, et j'ai essayé de raconter tout ça parce que j'avais envie aussi de raconter l'histoire de ma famille, dont une partie est originaire du l'Est de la France d'ailleurs, puisque ma grand-mère est de Colmar, mon père est de Nancy. Et donc c'est cet itinéraire-là, j'ai pensé à mes petits-enfants, j'ai voulu laisser un petit peu une trace, puisque j'étais un peu le dernier à pouvoir raconter l'histoire de cette famille. Il y a effectivement presque une approche un peu cinématographique dans votre livre, et la fin d'ailleurs est assez emblématique. Moi j'ai pensé à 2001 Odyssée... Non, mais j'ai pensé à 2001 Odyssée de l'espace de Kubrick, ça va quand même loin dans la référence. Vous mettez la barre très haut là. Oui, tout à fait. Vous l'avez rencontré d'ailleurs, oui, tout à fait. Ben oui, j'ai voulu faire une chose en effet un peu cinématographique, à la fois dans la construction, dans la temporalité, dans les allées et venues, mais j'espère en restant toujours très clair pour que le grand public puisse s'identifier, être intéressé, ému, sourit, faire en sorte que ce soit comme un vrai livre, puisque je suis une sorte de personnage romanesque dans un univers historique réel. Alors, je dirais que devant le nombre incalculable de noms que vous citez, d'acteurs, d'actrices, de metteurs en scène dans le film, on voit tout de suite aussi certains hommes de cinéma ou femmes de cinéma dont vous êtes plus proches que d'autres. Alors, je pense tout de suite immédiatement à Maurice Pialat. D'ailleurs, je crois que c'est le seul dont vous le faites carrément parler dans le film, dans votre livre. J'ai fait aussi penser par un monologue intérieur Robert Favre-Lebray, qui était le président de l'époque, au moment de l'affaire Une année particulière du jury Rossellini. Mais pour en revenir à Pialat, c'est vrai qu'il avait une particularité dans son phrasé, dans son élocution, dans sa manière de monopoliser la conversation, que, en tant qu'ancien journaliste, j'ai voulu reconstituer en prenant des notes dès le soir même. Parce que tout le grand monologue de Pialat n'a pu se faire que parce que je l'avais noté aussitôt. Sinon, pour retrouver son phrasé, ses mots, ses incidentes, son retour aux incidentes, c'est pas commode. On le retrouve en tout cas. Une question encore par rapport à Maurice Pialat. J'étais surpris de ne pas trouver, alors peut-être que vous n'êtes pas beaucoup étendu sur la Palme d'Or qu'il a obtenue en 87. Non. Et en plus, avec une de vos collaboratrices très proches, qui faisait partie du jury, Danielle Eman. Je crois qu'il était la seule femme à l'époque dans ce jury-là. Et comment vous avez fait pour procéder à la sélection de certaines histoires ou anecdotes ou aventures au Festival de Cannes par rapport à d'autres? J'ai voulu surtout diversifier, c'est-à-dire raconter par exemple en effet une Palme d'Or, comment se choisit un président de jury, comment se constitue un jury, comment il délibère, comment se fait une sélection, et de telle manière qu'en diversifiant tout ça, ça faisait une sorte de pédagogie pour le lecteur, pour l'intéresser petit à petit, comme s'il faisait partie de l'équipe du Festival de Cannes. Et j'ai pas tellement raconté la Palme d'Or de Pialat parce que ça a été tellement connu, tellement montré à la télévision que ça devient presque une image d'Épinal. Donc j'ai laissé l'image d'Épinal telle qu'elle est puisque la légende dépasse l'histoire.
Deux choses aussi dont on sent votre forte admiration pour Woody Allen, pour Cary Grant, Fellini beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces Oui, monstres Woody sacrés Allen, du c'est cinéma? tout simple. D'abord, c'est un personnage qui me fait hurler de rire, à la fois comme acteur, comme metteur en scène. Enfin, c'est un des plus grands comiques contemporains, c'est un vrai auteur. Deuxièmement, je me suis identifié à lui, puisque Woody Allen est un grand timide. Woody Allen est quelqu'un qui a fait sortir de l'écran un personnage dans La Rose pourpre du Caire pour l'amener dans la vraie vie, puisqu'il descend dans la salle faire la cour à une spectatrice. Et moi, c'est le contraire. Je suis parti de la vraie vie pour partir dans la vie rêvée. Donc on s'est croisés quelque part. Et puis, bon, on s'est rencontrés dans la vie. J'ai montré ses films. Il est venu à Cannes. Donc il y a une vraie histoire qui se noue. Parce que nous, on est là pour aider les artistes. Chaque fois qu'on peut les aider, il se crée une complicité, une estime réciproque. Lui, de remerciements pour avoir montré ses films. Moi, pour remerciements d'être ce qu'il est. Et donc, voilà, ça a été une aventure commune. Alors, vous avez cité Fellini, j'ai une immense admiration pour Fellini, qui est l'un des grands artistes du XXe siècle, parce que c'était un visionnaire. Vous savez, il y a différents types de grands créateurs, mais Fellini est de la race des Eric von Stroheim, Spielberg, qui d'autres, enfin, tous les grands, Méliès, si vous voulez, il y a le courant Lumière, documentaire, et le courant Méliès, création artistique. Et Fellini ressort évidemment du courant Méliès. Et en plus de ça, c'était un homme d'une simplicité, d'une délicatesse, d'une attention aux autres, avec un humour aussi. Moi, j'aime beaucoup l'humour, hein, parce que je trouve que le grand risque dans un livre de ce genre, c'est la complaisance. C'est-à-dire de dire « je suis le meilleur, je suis le plus fort, j'ai tout réussi », etc. Alors que c'est pas vrai du tout. Donc, j'ai plutôt, au contraire, utiliser ce qu'on appelle l'humour juif new-yorkais, qui a une tendance à se moquer de soi-même et à montrer ses ridicules, quitte même à les accentuer.